Vous êtes les bienvenus dans le 13h. Nous ouvrirons ce journal au palais de la présidence de la République où s'est tenu hier le Conseil des ministres en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Entre autres sujets, le Conseil a adopté 4 projets de loi de ratification puis s'est intéressé à la flambée des prix de certains produits sur le marché. Dans ce journal, on ira à Yamoussoukro où se tient un séminaire de réflexion initié par la Direction générale de la police nationale. Une rencontre de 5 jours qui se tient dans un contexte où la police est engagée dans la lutte contre la criminalité et le terrorisme. Le reportage de Kader Sogodogo dans moins de 10 minutes. Le président russe a autorisé une opération militaire spéciale en Ukraine et il a par ailleurs promis de répliquer à ceux qui interféreraient avec l'opération russe en Ukraine. Pas de panique, nous sommes prêts pour tout, nous allons vaincre, incitant de rassurer Volodymyr Zelensky dans un message vidéo sur Facebook. Hier, mercredi, c'était jour de Conseil des ministres. C'était au palais de la présidence de la République, sous la présidence du chef de l'État. Entre autres projets de loi et communication, il a été question de cherté de la vie. Selon le ministre du Commerce, nos marchés sont approvisionnés et il n'existe aucun risque de pénurie de produits. La question de l'offre ne saurait en conséquence expliquer l'inflation actuelle constatée sur les produits vivriers. Face à la flambée des prix sur les marchés de plusieurs produits de grande consommation et la grogne des populations, le Conseil des ministres réuni ce mercredi au palais présidentiel sous la présidence du chef de l'État a examiné les raisons et les éventuelles solutions. Dès le début de l'année, des discussions ont été engagées avec notamment les producteurs d'huile, ce qui a permis de contenir le prix donc, de l'huile à 1200 francs, soit une augmentation d'environ 10%, là où les industriels du secteur attendaient une augmentation plus grande. Donc des efforts ont été faits de part et d'autre. Il faut noter que le ministre a été instruit donc, à l'effet de mener toutes les réflexions possibles pour pouvoir élargir notamment la gamme de produits réglementés. Actuellement, nous avons environ 8 produits qui sont réglementés, mais l'idée est de voir si nous pouvons augmenter le nombre de ces produits réglementés. Il faut aussi noter qu'une importante réflexion doit être menée pour pouvoir réduire l'influence de certains groupes d'intérêts qui, parfois, pour des raisons de spéculation, peuvent faire monter de façon artificielle certains coûts. Après la visite sur les marchés, certaines grandes surfaces ont été également visitées et certains produits sont beaucoup moins chers dans les grandes surfaces que sur nos marchés. Là aussi, une réflexion doit être menée pour comprendre pourquoi est-ce que dans les grandes surfaces où les opérateurs ont plus de charges, notamment en termes d'électricité, en termes d'impôts, en termes de personnel, se retrouvent avec certains produits qui coûtent beaucoup moins cher que sur nos marchés. Une des pistes qui a été évoquée par le ministre est le fait que sur nos marchés, les prix ne sont pas affichés. Toujours est-il qu'il est important que nous changeons nos habitudes de consommation et que nous allions vers les endroits où les produits coûtent le moins cher possible. Cela participe également d'une certaine façon à notre engagement dans la lutte contre la vie chère. Le Conseil des ministres a cependant pris une importante décision de portée sociale dans le domaine de la santé. Le Conseil a décidé d'uniformiser le prix de cession du sang et des produits sanguins à 3 000 francs CFA, aussi bien dans le secteur public que privé, en vue notamment de mettre un terme, sinon d'éradiquer la spéculation et les trafics de tout genre qui se font autour du sang, vu qu'il y avait une disparité de coûts entre le public et donc les édifices privés. Face à la capacité limitée du centre de transfusion sanguine à satisfaire la forte demande en poche de sang,
Le Conseil des ministres vient de prendre là aussi une importante mesure. Le Conseil a arrêté d'importantes mesures en vue de renforcer les capacités de production de sang des différentes structures du Centre national de transfusion sanguine, de façon à couvrir de façon entière les besoins qui sont estimés à 250 000 unités de poches de sang par an. Le Conseil a accordé de nouveau au Centre national de transfusion sanguine, le CNTS, une rallonge budgétaire de 2,5 milliards pour soutenir notamment les activités de collecte de sang et pérenniser les acquis de l'activité transfusionnelle nationale. Ce financement permettra, plus précisément, d'investir dans l'acquisition de véhicules de collecte mobile de sang, d'équipements de prélèvement, de laboratoires de froid et de conservation et la réhabilitation des bâtiments des structures de production. C'est la commune de Koumassi qui abritera la cérémonie officielle de la célébration le 8 mars de la Journée internationale de la femme. Par ailleurs, la 12e édition du Massa, le marché des arts et du spectacle, se tiendra du 5 au 12 mars 2022. Prochain Conseil des ministres, le 9 mars. Un reportage de Viviane Haïm. Le PGDEC, Projet Emploi Jeunes et Développement des compétences, est à sa 3e phase. Pour son financement, la Banque mondiale vient de signer avec l'État de Côte d'Ivoire un accord de financement pour un montant de 75 milliards de francs CFA. À terme, ce sont 68 000 jeunes qui vont accéder aux formations et aussi réaliser des activités génératrices de revenus. Le témoignage de Jean-Jacques Kouabé à suivre prochainement. On va maintenant s'intéresser à cette activité des ministres de l'assainissement et de la salubrité et de la construction qui sont descendus sur le terrain hier après-midi. Les 2 membres du gouvernement sont allés sensibiliser les populations à quitter les constructions illégales installées aux abords d'un barrage écrêteur, des constructions qui sont source d'inondations. Le reportage de Grace Kando. À environ 500 mètres du carrefour de la vie, axe Cocody-Angré du côté droit, se trouvent des constructions illégales en cours dans le périmètre d'un barrage écrêteur qui sert à retenir les eaux pluviales. Le rôle de la cuvette, c'est de stocker les eaux lorsqu'il y a une forte pluie et puis de faire passer par débit contrôlé. L'occupation d'une partie de cet espace-là réduit la capacité de la cuvette. Donc si l'espace qui a été réservé ne suffit pas, ça va déborder. Donc les risques, c'est les inondations. Informés de cette situation, les ministres Bouaké Fofana et Bruno Koné effectuent une visite de terrain. Nous travaillons, entre autres, sur la numérisation à partir de photos aériennes de l'ensemble de la ville d'Abidjan, de toutes les parcelles. Cela va permettre en temps réel d'observer l'évolution géographique sur l'espace que nous couvrons et de prendre les bonnes décisions. Nous sommes venus ici aujourd'hui, nous avons vu ce qui s'y passe et j'en ai donné la certitude à mon collègue. Dès notre retour au bureau, les décisions bonnes pour nos populations seront prises. Pour joindre l'acte à la parole, séance tenante, une opération de démolition est lancée. La saison des pluies s'annonce depuis ce mois de février. Le ministre Bouaké Fofana fait le point des dispositions prises. Les zones à risque sont identifiées depuis longtemps, elles sont connues. Et ce travail a été fait en collaboration avec l'ONPC. Bon, je crois que cette fois-ci, il faut y aller de façon plus ferme. Après la libération, nous allons prendre des mesures pour ne pas que les gens puissent revenir. Le ministre de l'Assainissement et de la Salubrité invite les populations vivant dans les zones à risque à les quitter. Bouaké Fofana appelle également à l'entretien des ouvrages d'assainissement. À présent, direction Yamoussoukro, la capitale politique de Côte d'Ivoire. Yamoussoukro, où la direction générale de la police nationale est réunie depuis hier pour un séminaire de réflexion. Une réunion de 5 jours pour dresser le bilan et définir les perspectives. Kader Sogodogo était hier à l'ouverture du séminaire. La police ivoirienne entame son séminaire annuel de réflexion. Un cadre par excellence pour faire le diagnostic des activités menées. Face à des enjeux sécuritaires multiformes, la vision doit être de mise. Comme toute organisation moderne,
La tenue du présent séminaire de réflexion s'avère indispensable pour faire le diagnostic des stratégies sécuritaires mises en place par la police nationale elle-même et avec les autres forces de défense et de sécurité. À l'examen du dit diagnostic aboutira nécessairement à l'identification des solutions adéquates. Différentes thématiques seront abordées. Statistiques criminelles, formation, traitement de l'information, sécurité routière, terrorisme pour ne citer que cela. La hiérarchie attend beaucoup de ce rendez-vous de Yamoussoukro. C'est un devoir pour l'État de veiller sur l'ensemble du territoire de la République, à la défense, à la protection des personnes et de leurs biens, à la défense des institutions et des intérêts nationaux, au respect des lois, au maintien de la paix et de l'ordre public. Dans l'accomplissement de ce devoir régalien de l'État, la police nationale, force de sécurité intérieure, joue un rôle clé. C'est pourquoi elle a besoin de s'auto-évaluer périodiquement pour plus de professionnalisme, d'une part, et prendre en compte les nouvelles exigences sécuritaires d'autre part. 5 jours, c'est le temps des travaux. Des recommandations seront faites pour une police nationale encore plus efficace. Et parlant de sécurité et de paix, la Fédération pour la paix universelle section Côte d'Ivoire initie des sommets régionaux dans certaines régions du pays. À l'étape du Moronou, le ministre de la Réconciliation, Kwadio Konan-Bertin, a exhorté les populations à cultiver la paix et le vivre ensemble. Depuis Bongouanou, la correspondance d'Herman Niamien. C'est un véritable coup magistral sur les principes universels de paix que le président de la Fédération pour la paix universelle section Côte d'Ivoire a donné à son auditoire au cours du sommet régional qui s'est tenu à la préfecture de Bongouanou. Selon Akasaï Lazare, ce sont les efforts conjugués des uns et des autres, peu importe les obédiences religieuses et politiques, qui peuvent garantir la paix dans un pays. À notre jeunesse de Bongouanou, de s'entendre pour construire son avenir. Ceci est très important, indépendamment de tous les clivages qui puissent y avoir, n'est-ce pas, dans leur milieu. Le seul intérêt qui vaille, c'est d'être unis pour construire la paix, pour leur avenir. Invité d'honneur à ce sommet régional qui se tient en prélude au sommet international de la Fédération pour la paix universelle qui aura lieu en Côte d'Ivoire, le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale a félicité les initiateurs de cette rencontre qui, selon lui, peut contribuer au renforcement de la cohésion sociale. Il faut faire en sorte que nos parents qui ont accepté de vivre ensemble depuis toutes ces décennies-là, eh bien, continuent de vivre ensemble comme ils l'ont toujours fait par le passé. C'est en cela que je voudrais vraiment vous féliciter pour cette belle initiative et surtout pour le lieu choisi, Bongouanou, parce qu'effectivement, Bongouanou a besoin de messages de paix et d'actions de paix pour que nous puissions ressouder le tissu social ici dans cette localité. L'inspecteur général d'État Théophile Awandoli s'est réjoui de la tenue de cette cérémonie à Bongouanou, une ville jadis paisible, mais qui a connu des soubresauts lors de l'élection présidentielle de 2020. Œuvrons donc sans calcul pour la paix. Rien que la paix, uniquement la paix dans le Moronou. Oui, nous le pouvons avec l'aide de Dieu. Parce que tant que Dieu est avec nous, tout peut être possible. Prions Dieu pour qu'il y ait toujours la paix en Côte d'Ivoire, la paix dans le Moronou. Au cours de cette cérémonie, 3 personnalités ont été distinguées au rang d'ambassadeurs de paix pour leur implication dans la préservation de la paix et de la cohésion sociale dans la région du Moronou. Il s'agit du préfet des régions du Moronou, Okoma Adio Jeannette, du préfet hors grade Kablan Ancien André et de l'opérateur économique Coratin Brou André Noël. Et comme chaque année, le 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes, une journée de célébration des réalisations économiques, politiques et sociales des femmes d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Nassana Batouré vient de donner le top départ de l'édition 2022. Le lancement des activités a eu lieu hier au Sofitel Abidjan, Hôtel Ivoire. Théodore Zozo, Michel Kwame, Godefroy Okambawa.
Un avenir durable se construit avec inégalité des chances. Je réclame donc 50-50 et je vous exhorte à le dire très fort avec moi. On veut 50-50. Nous devons tout de suite et maintenant lutter pour cette égalité, cette parité totale. Une parité d'ailleurs qui est consacrée par notre Constitution. Un message traduisant toute la détermination de la femme à s'engager pour l'égalité du genre et participer activement au développement de la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, beaucoup de choses ont été faites. Chacune doit faire un point, un bilan par rapport à elle-même et continuer à s'engager pour avoir un avenir durable en Côte d'Ivoire. On disait aux femmes de vraiment prendre leur destin en main. Tout changement vient de soi-même. Pour qu'on puisse t'aider, aide-toi toi-même d'abord. Nous sommes au lancement de la Journée internationale de la femme 2022. À cette occasion, la ministre Nassene Batouré est élevée comme première femme au grade de commandeur de l'ordre du mérite de la femme et de la famille. Une décoration récemment instituée par le président de la République, Alassane Ouattara. Depuis 2011, la situation des femmes de notre pays connaît dans son ensemble des améliorations importantes. L'égalité d'accès aux opportunités des jeunes filles comme garçons est l'une des priorités de la vision du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, déclinée dans son programme de société La Côte d'Ivoire solidaire. Pour la ministre d'État Kandia Kamara, représentant la marraine, la grande chancelière Henriette Dagri Diabaté, la parité du genre et l'autonomisation de la femme occupent une place importante dans l'action gouvernementale. Pas une seule politique implémentée et pas un seul projet initié ne s'est fait sans que l'autonomisation de la femme n'en soit le vecteur directeur. Des fonds spéciaux sont mis à la disposition de l'entrepreneuriat féminin, notamment dans le cadre du Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, FAFSI, piloté par Madame la Première Dame, Madame Dominique Ouattara, avec toute la mansuétude et la générosité qu'on lui connaît. La célébration officielle aura lieu dans la commune de Koumassi le 8 mars prochain, ainsi que dans les autres régions de la Côte d'Ivoire. Le thème de cette année s'articulera autour de l'égalité de chances pour un avenir durable en Côte d'Ivoire. Le 8 mars, 8 mars prochain, la journée des femmes de Côte d'Ivoire et d'ailleurs. Les femmes qu'on retrouve aujourd'hui à tous les niveaux de la société. Elle est ministre, membre du gouvernement, c'est Belmonde Dogo. Elle a reçu hier d'autres femmes, les mamans des pupilles de la nation. Une rencontre qui a porté essentiellement sur l'accompagnement scolaire des pupilles. Khalil Diomandé, Eugène Atoubé. Une rencontre longtemps attendue et d'une convivialité inespérée. Les hôtes de la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, rassurés d'emblée par l'accueil, se sont débarrassés de toute a priori et de la crainte du premier contact. Elles ont exprimé leur reconnaissance au président de la République et au gouvernement pour toutes les attentions dont elles sont l'objet. Ces femmes, mamans et tutrices légales de ce qu'on appelle les pupilles de la nation, ont saisi l'occasion pour crier leur angoisse relativement à l'avenir de leurs enfants. Nous faisons des petits commerces pour pouvoir subvenir aux besoins de nos enfants, pour pouvoir les scolariser et voir qu'après le baccalauréat, beaucoup restent en chemin, vraiment ça nous fait mal. Ils sont aussi les enfants de la nation et qui ont besoin aussi d'être à leur place aussi pour construire ce pays. Nous sommes en train, à travers des partenariats, avec notamment la FENEPLACIL et la Fédération nationale des écoles laïques privées, pour voir dans quelle mesure les mamans peuvent bénéficier soit d'une prise en charge ou d'une réduction des frais de scolarité pendant les périodes de rentrée scolaire. Les mamans et tutrices de pupilles de la nation sont des femmes ayant à charge des enfants qui portent ce titre. Ce sont des mineurs de moins de 21 ans, spécialement des enfants de soldats, policiers, gendarmes, fonctionnaires et agents de l'État décédés ou rendus invalides du fait de la guerre ou d'une mission commandée. Ils bénéficient de la protection de l'État et de sa prise en charge dans les domaines de l'éducation, de la psychologie, de la santé, de la protection sociale et juridique. La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté a rendu hommage à ces mères et tutrices pour leur double rôle de père et de mère et leur résilience sociale. En proposant la loi 2014-137 du 24 mars 2014 portant statut des pupilles de la nation, Monsieur le Président de la République
son Excellence Alassane Ouattara, entend exprimer la solidarité réconfortante de la nation envers les enfants et envers vous, les épouses et les parents, qui avez souffert et continuez de souffrir de la perte brutale des géniteurs des pupilles de la nation. Nous avons instruit la direction de l'assistance aux pupilles de l'État et aux pupilles de la nation, en collaboration avec la direction des affaires juridiques et du contentieux, au fin d'élaborer un projet de décret d'application de la loi portant pupilles de la nation. 245 pupilles de la nation sont recensées à ce jour selon le ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Les mères et tutrices légales de ces enfants sont réparties, toutes heureuses de leur rencontre, avec le sentiment que les pupilles dont elles ont la charge ne seront pas les oubliés de la nation. Et la lutte contre le coronavirus se poursuit. Le coronavirus a touché 13 nouvelles personnes hier en Côte d'Ivoire. 791 personnes sont mortes de Covid depuis le début de la pandémie pour 81 410 cas confirmés et 1014 cas sont actuellement actifs. Portons nos masques et faisons-nous vacciner car se protéger, c'est aussi protéger les autres. Et la Fondation Lonasi continue, elle, de contribuer à l'amélioration de la santé des populations vivant en Côte d'Ivoire. La Fondation vient de faire don d'ambulances, d'échographes et de couveuses à Gbéléban, à la commune de Mayo, également au CHU de Treichville et au Centre national de transfusion sanguine. Coût global du don, 93 millions de francs CFA. Walter Amadou Ouattara. En recevant les clés de ce véhicule médicalisé, le directeur général du Centre national de transfusion sanguine assure que c'est une réelle contribution contre le déficit en produits sanguins estimé à 90 000 poches de sang chaque année. Recevoir un don qui est un véhicule de collecte mobile est d'une importance capitale pour un centre de transfusion sanguine comme le nôtre. Parce que nous avons besoin de parcourir toutes les contrées de la Côte d'Ivoire pour recueillir ce liquide précieux. En plus du CNTS, une ambulance est destinée à la commune de Mayo. Un échographe au service de néphrologie du CHU de Treichville et des couveuses pour le centre de santé urbain de Gbéléban. C'est une action de solidarité de la Fondation Lonasi à l'endroit du secteur de la santé. Elle est élargie au groupe des organisations féminines pour l'égalité hommes-femmes dirigé par Rachel Gogua qui reçoit des registres de naissance. Il y a eu un programme qui a été soutenu par l'Union européenne avec l'UNICEF parce qu'il y avait plus de 2 500 000 enfants qui allaient à l'école sans extrait de naissance. Nous avons été confrontés à un problème au niveau des sous-préfectures et des mairies, le manque criard des registres. La Lonasi va permettre aux enfants et aux femmes de pouvoir bénéficier des documents administratifs. Draman Koulibaly, directeur général de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire, Lonasi, situe le cadre de cette remise de dons. C'est toujours dans l'accomplissement de la mission sociale de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire pour prouver qu'elle est toujours aux côtés du gouvernement pour lutter contre la pauvreté, pour accompagner le gouvernement parce que l'État ne peut pas tout faire. Plus de 93 millions de francs CFA qui sont ainsi mobilisés comme apport de la Fondation Lonasi à l'amélioration du bien-être des populations ivoiriennes. Et du côté de Bouaké, dans la région de Bouaké, les infirmiers de Côte d'Ivoire se sont adonnés récemment à un exercice. Ils ont expliqué les avantages de la loi de la réforme hospitalière. Charles Tatou de la station régionale RTI Bouaké. En campagne d'information et d'explication sur la loi de la réforme hospitalière dans les sections de base de leur structure syndicale, les responsables du syndicat national des infirmières et infirmiers de Côte d'Ivoire ont séjourné dans la ville de Bouaké. Ici, un panel a permis d'éclairer la lanterne des militants de base de ce syndicat, membre de la fêtière Cordis Santé concernant les avantages pour les agents de la santé et l'État de Côte d'Ivoire. Le Bouaké est une de nos sections très dynamiques dans la lutte syndicale et nous avons décidé de leur faire honneur. L'État gagne, la population gagne, le personnel gagne.
Parce que cette loi prévoit aussi que le personnel bénéficie à titre exceptionnel d'un certain nombre d'indemnités. La population va se retrouver avec un personnel soulagé, un personnel qui a les moyens matériels pour appliquer son art et donc qui va travailler à l'aise, et la population va avoir véritablement une prise en charge correcte selon le niveau de la hiérarchie des services de santé. L'État alors sera bénéficiaire parce que la population sera heureuse parce qu'à l'hôpital désormais on soigne correctement. Le décret sur la réforme hospitalière déjà signé, les responsables syndicaux du corps des infirmiers affichent un espoir. Ils entendent aider le ministère de la Santé à effectuer un recensement pour savoir le nombre exact d'infirmières et infirmiers exerçant dans les services du ministère. Et de Bouaké, je vous emmène à New York, aux États-Unis. Sur place, la communauté ivoirienne vient de célébrer le tout nouveau consul général de Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens de New York ont exprimé leurs engagements, leur encouragement à Inza Camara. Depuis New York, le reportage de Moussa Konaté. Il est le nouveau consul général de la Côte d'Ivoire à New York. Inza Camara est célébré par la communauté ivoirienne. La diaspora ivoirienne de New York s'est donc mobilisée pour une cérémonie en son honneur et lui exprimer leur soutien dans sa future tâche. Dans son adresse, le consul général de New York, Inza Camara, a rassuré de sa disponibilité. Il a également rappelé les rôles et missions du consulat. Sonore. La présidence du consulat général a pour mission, entre autres, de faciliter les démarches administratives et de servir les intérêts de l'ensemble des membres de la communauté. Aussi, je peux vous assurer que le personnel du consulat, aussi bien que moi-même, seront à votre entière disposition pour vous guider, vous conseiller utilement, autant que faire se peut, sur toutes vos démarches et vos préoccupations. La diaspora ivoirienne de New York a également témoigné sa reconnaissance au chef de l'État pour cette nomination. Elle entend mieux s'organiser afin de contribuer au rayonnement du pays. L'actualité internationale, à présent, une délégation de la CEDEAO conduite par le Nigérian Goodluck Jonathan arrive dans la capitale malienne cette matinée pour participer à plusieurs séances de travail aujourd'hui et vendredi. La durée de la prolongation de la période de transition sera de nouveau au cœur des discussions pour s'entendre sur un délai raisonnable. Goodluck Jonathan rencontrera les membres du comité local de suivi de la transition, les représentants à Bamako de l'Union africaine, de la CEDEAO et de la MINUSMA, ainsi que des diplomates en poste dans la capitale malienne et bien évidemment les autorités de transition. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, condamne fermement l'arrestation lundi dernier dans la capitale centrafricaine de 4 membres de la MINUSCA et réclame leur libération immédiate. Immédiatement donc après, des messages ont inondé les réseaux sociaux africains accusant les militaires de tentative d'assassinat du président africain qui devait atterrir peu après. Hier mercredi à Bangui, la MINUSCA a tenu une conférence de presse pour démentir ces rumeurs. Et dans une allocution à la télévision très tôt ce matin, le président russe a annoncé avoir autorisé une opération militaire spéciale en Ukraine. Il a par ailleurs demandé aux soldats ukrainiens de déposer les armes et promis de répliquer à ceux qui interféreraient avec l'opération russe en Ukraine. Dans le même temps, des explosions ont été entendues dans le centre de Kiev, la capitale ukrainienne, mais aussi dans plusieurs villes de l'Est. Le président ukrainien a informé de frappes contre infrastructures militaires et gardes-frontières ukrainiens. Merci de nous avoir suivis et à demain, 13h.